Bonjour, on va commencer un chapitre sur la physique atomique. On aura plusieurs parties. Aujourd'hui, on va simplement regarder un petit peu la structure atomique euh, avec les modèles tels qu'on les connaissait de 1897 à 1911. J'ai mis cette photo du congrès de Slovée en Belgique en 1927. C'est une des photos les plus remarquable de la physique. Alors, on a à peu près, je crois, 29 participants. Il y a à peu près 17 prix Nobel sur cette photo, avec évidemment au milieu Einstein. Bon, la structure atomique, en fait, l'idée elle vient de l'Antiquité. Hein. C'est Démocrite qui était le premier à faire l'hypothèse que la matière était constituée d'atomes, donc qui étaient considérés comme étant les plus petites entités de la matière. Ça pose un problème à l'époque, puisque si on enlève les atomes, qu'est-ce qui reste? Le vide. Et donc, à l'époque, ça posait beaucoup de problèmes, notamment Aristote qui était complètement opposé à cette idée. Et, euh, et donc, en fait, l'idée d'atome a pas tellement survécu dans le temps. Et en fait, il a fallu attendre le début du 19e siècle avec Dalton, qui est un chimiste, et qui a repris l'hypothèse de Démocrite en pensant que effectivement la matière était bien constituée d'atomes. Autre chose à l'époque, les phénomènes électriques, en tout cas d'électrostatique, étaient bien connus. Hein. On savait qu'on avait des phénomènes de répulsion, d'attraction. Et donc, on avait émis l'hypothèse que la matière était constituée de charges positives et négatives, et que, de manière générale, il y avait autant de charges positives que négatives, puisque la matière était neutre, et donc que les atomes étaient électriquement neutres. Voilà, on va arriver à un nouveau modèle, d'abord en 1897, avec le modèle de Thomson. Alors Thomson, qui a eu le prix Nobel en 1906, découvre une particule qui est chargée électriquement, qui est négative, et c'est l'électron. Donc, puisque les atomes euh, sont électriquement neutres, et que ces électrons qui font partie de l'atome sont électriquement négatifs, Thomson a introduit un modèle qu'on appelle parfois donc le modèle du pudding au raisin, dans lequel les électrons en fait sont placés dans une matière qui serait globalement positive et avec les électrons qui seraient à l'intérieur. Alors, pas forcément fixes et coincés dans cette matière positive, ça peut être comme un gel positif, mais avec en tout cas une structure pleine pour l'atome. Alors, en 1911, Rutherford, avec ses élèves Geiger et Marsden, veulent essayer de valider l'expérience, en tout cas le modèle de Thomson. Alors voici une petite photo de Rutherford qui a eu le prix Nobel de chimie et pas de physique en 1908. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des particules alpha, qui sont en fait des noyaux d'hélium, qui sont chargés positivement. Et on a deux protons dans le noyau d'hélium. Les particules alpha sont émises spontanément par un matériau radioactif qui est le radium. Et en fait, l'idée de Rutherford, c'était de bombarder des feuilles d'or, donc composées uniquement d'atomes d'or, avec ces particules. Derrière, alors je vais essayer de mettre l'expérience, le schéma de l'expérience. Donc ces rayonnements alpha sont dirigés vers la feuille d'or et autour était placé un écran fluorescent qui devait scintiller s'il était touché par les particules alpha. Alors, ce qu'on pensait, enfin en tout cas ce que Rutherford pensait observer, c'était que si on prenait le modèle de Thomson, les particules alpha auraient dû être stoppées par la feuille d'or ou alors elles auraient traversé la feuille sans déviation. Mais ce qu'il observe, évidemment, a été assez différent. C'est que, alors oui, effectivement, on trouve des scintillements dans l'axe. euh, dans l'axe du faisceau des particules alpha, énormément de scintillements dans l'axe. Donc, ce qui nous permet de penser que les particules alpha pouvaient traverser facilement la feuille d'or. On avait aussi des particules qui étaient légèrement déviées de cet axe
Et puis, grosse surprise, des particules qui pouvaient aussi repartir même en arrière. Voilà la distribution justement des particules par rapport, en fonction de l'angle de déviation. Et on s'aperçoit donc qu'on a effectivement beaucoup de particules qui arrivent dans l'axe et puis quelques particules qui repartent en arrière. Alors les conclusions de Rutherford sont les suivantes. On abandonne complètement l'idée de Thomson que les atomes sont pleins. Euh, donc première conclusion, c'est que si les particules alpha arrivent à traverser si facilement cette feuille d'or, ça veut dire que les atomes sont certainement, enfin très probablement faits de vide. Donc c'est une énorme surprise. Et que les déviations en fait sont dues à la présence certainement d'une charge positive au centre de l'atome. Il faut imaginer que la particule alpha elle est positive. Le seul moyen pour elle d'être déviée et surtout de pouvoir repartir en arrière, c'est de se retrouver en contact avec une autre charge positive. Plus et plus, ça se repousse. En fait, maintenant, pour que la déviation soit même extrême, c'est-à-dire même que les particules puissent repartir en arrière, il faut que la densité de charge positive dans l'atome soit absolument énorme. Et en fait, il commence à introduire l'idée d'un noyau qui serait tout petit par rapport à la dimension de l'atome, et ce noyau concentrerait toute la charge positive de l'atome. Et donc, on aurait effectivement, quand les particules alpha pourraient arriver directement en direction du noyau, on aurait une force électrostatique qui qui opposerait les deux particules avec une forte répulsion, et on pourrait voir des particules alpha qui repartiraient en arrière. Maintenant, ça nous a donné beaucoup d'informations aussi sur la taille du noyau par rapport à l'atome. Cette charge positive, qui est comprise dans le noyau, ce noyau finalement a un ordre de grandeur d'à peu près 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire 100 000 fois plus petit que la taille de l'atome. Ce qui fait que l'atome est principalement constitué de vide. Alors j'avais essayé de faire une petite animation qui n'est pas géniale, mais enfin, avec une particule alpha positive, avec le noyau plus, et puis j'ai pris une deuxième particule alpha qui sera dirigée directement dans l'axe du noyau. Alors la première particule, si je la fais partir, alors elle ralentit pas normalement, mais en fait elle est déviée par le noyau, il y a une répulsion entre les deux charges, et si maintenant je fais partir une particule alpha qui est dirigée vraiment sur le noyau, elle arrive sur le noyau et elle repart. Donc voilà une petite animation qui résume ce qui peut se passer au niveau des particules alpha traversant la feuille d'or. Alors tout ça, ça nous amène à un nouveau modèle. On connaissait le modèle planétaire, hein. Vous prenez la Terre qui tourne autour du Soleil, on a le phénomène de gravitation. Et ben en fait, les gens ont commencé à vouloir s'inspirer de ce modèle-là, ça paraissait assez logique. On pourrait avoir des électrons, si on prend notamment l'atome d'hydrogène, hein, on a un électron et un proton, on aurait un électron qui tournerait autour de la charge positive qui serait le noyau. Alors si on prend ce modèle, on a un problème. Parce qu'en fait, on savait à l'époque que toute particule chargée, qu'elle soit positive ou négative, et dans le cas de l'électron négatif, toute particule chargée, quand elle a un mouvement de rotation, et ça serait le cas si l'électron gravitait autour du proton, toute particule chargée rayonne. Rayonne, ça veut dire qu'elle émet un rayonnement dès que cette particule est en train de faire un mouvement circulaire. Si cette particule rayonne, en tout cas, pardon, si l'électron rayonne, à ce moment-là, on va avoir une perte d'énergie pour l'électron. Et si l'électron a bien un mouvement circulaire autour du noyau, en perdant de l'énergie, il va avoir un mouvement en spirale et se rapprocher du noyau. Qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? On va avoir une charge négative qui vient toucher une charge positive et on va avoir annihilation de l'atome, quasiment disparition de l'atome. En fait, ce n'est pas le cas puisque la matière telle qu'on la connaît est parfaitement stable. Si vous prenez les atomes de carbone qui constituent même votre corps, ils ont été synthétisés dans les étoiles il y a des millions, voire des milliards d'années plutôt, et ces atomes sont toujours présents. Donc la matière est stable.
Du coup, le modèle planétaire tel qu'il avait été imaginé à la suite de l'expérience de Rutherford a été abandonné. Voilà, fin de la partie 1 et à très bientôt.